Ce lundi, l'Union européenne a annoncé une nouvelle aide de 3,5 milliards d'euros pour l'Ukraine. Emmanuel Macron se rendra, lui, ce soir à la Maison-Blanche pour rencontrer Donald Trump pour plaider la cause des Européens et de Volodymyr Zelensky. Mais l'Europe a-t-il raison de le faire ? L'Europe a-t-elle raison de le faire ? A-t-elle raison de continuer à soutenir Zelensky ? C'est notre question du jour aujourd'hui qu'on vous pose sur Le Figaro. Et pour y répondre, je suis avec Philippe Gély. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Philippe, c'est une date spéciale aujourd'hui, on est le 24 avril, ça marque les 3 ans de l'invasion russe en Ukraine et c'est une nouvelle aide qui a été promise à l'Ukraine. Il y a un sommet en ce moment à Kiev. Est-ce que ça montre que les Européens continuent, eux, en tout cas, à soutenir l'Ukraine ? Clairement, c'est l'affichage que souhaitent proposer les Européens aujourd'hui. L'aide de 3,5 milliards, ça n'est qu'un premier volet d'une aide qui pourrait monter à 6, puis 10 milliards. Surtout l'affichage politique qui consiste à avoir un certain nombre de dirigeants européens, plus la présidente de la Commission et des représentants des institutions européennes, consiste à dire on est toujours avec vous, on vous soutient et on fait tout ce qu'on peut, la question étant de savoir si c'est assez, bien sûr. Oui, la question c'est, est-ce que c'est assez ? Est-ce que l'Europe peut soutenir ? Parce que dans le même temps, Emmanuel Macron, il se rend aujourd'hui... Alors, il est arrivé à la Maison-Blanche, oui, justement. Il y est en ce moment. Par contre, il va voir Donald Trump un peu plus tard et leur conférence de presse est prévue dans la soirée pour essayer de le convaincre. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire, Emmanuel Macron ? Oh là, c'est un grand défi qu'il s'est lancé. On est dans une situation d'incertitude assez grande, avec la crainte tangible que les États-Unis de Donald Trump nous abandonnent en rase campagne. Je dis nous, à la fois les Européens et les Ukrainiens. Bien sûr, d'abord les Ukrainiens, mais derrière, il y a quand même des enjeux de sécurité européenne, la crédibilité de l'OTAN qui sont vraiment en deuxième ligne. C'est-à-dire que si Donald Trump persiste dans sa démarche, celle qu'il a suivie jusqu'à présent, qui revient à considérer l'Ukraine comme une nuisance qui coûte cher aux États-Unis, une guerre qui est perdue, il l'a dit à plusieurs reprises, il considère qu'elle est perdue, que Vladimir Poutine a gagné, que c'est pas si grave, que après tout, on est dans un monde de superpuissance régionale, la Chine en Asie, la Russie en Europe, les États-Unis sur leur continent, bien sûr, et que les pays qui les entourent ont une sorte de souveraineté relative par rapport à la super-souveraineté de ces pays dominants. Et que donc, pour lui, semble-t-il, il n'est pas très choquant que les Ukrainiens n'aient pas voix au chapitre lorsqu'il s'agit de décider de leur futur. Et que les Russes peuvent avoir leur mot à dire sur le futur et les choix géopolitiques de leurs voisins. Donc on est devant cette équation-là, qui est potentiellement dangereuse pour l'ensemble du continent européen, bien entendu, sans compter les conséquences matérielles, pratiques, en termes de sécurité, que représenterait un éventuel abandon par les États-Unis. Donc, Emmanuel Macron veut essayer de convaincre Donald Trump que c'est son intérêt de soutenir les Européens, de ne pas lâcher prise sur l'Ukraine, quand bien même il l'a déjà en grande partie lâché prise, puisqu'il a mis sur la table comme des faits accomplis des conditions éléments qui étaient celles de Poutine depuis le début, notamment l'abandon de certains territoires, la non-participation de l'Ukraine à l'OTAN, etc., etc. Donc il s'agit d'essayer de sortir de cette réunion à la Maison-Blanche Moi, je m'attends à ce que Emmanuel Macron flatte le président américain, adhère à son projet global d'apporter la paix en Ukraine, mais essaye de réorienter à la marge sa méthode, sinon l'objectif, pour faire en sorte que on comprenne bien à Washington, d'une part, que s'il y a un accord de paix, pour que ce soit plus qu'un simple cessez-le-feu, par définition fragile, il faut des garanties de sécurité solides. Que ces garanties de sécurité solides, même si les Européens s'engagent à mettre des troupes sur une zone d'interposition, comme force de paix, force d'interposition, force de maintien de la paix, peu importe comment les appelle, ils ne peuvent pas le faire, les Européens, sans le soutien logistique des États-Unis, en termes de transport de troupes, de renseignement, de couverture radar,
sans le soutien des États-Unis. Donc on a besoin d'un engagement des Américains, ne serait-ce que pour concrétiser les termes d'un accord de paix, à supposer que celui-ci puisse aboutir. Et on essaye aussi, c'est le but d'Emmanuel Macron, de convaincre Donald Trump qu'il ne peut pas apparaître faible, en particulier vis-à-vis de son principal rival, à ses yeux, qui est la Chine. Oui, alors il y a la Chine, c'est la question aussi qu'on se pose, c'est est-ce que en faisant ça, Donald Trump, et c'est ce que vous disiez d'ailleurs dans un de vos éditos, est-ce que Donald Trump, en sacrifiant quelque part l'Ukraine, essaye de décrocher la Russie de la Chine ? Oui, il y a clairement ce calcul. C'est une sorte de Nixon à l'envers, si vous voulez. Nixon était allé en Chine en 72, si je ne me trompe, pour amorcer un dialogue et sortir la Chine maoïste à l'époque de l'orbite de l'URSS. Là, le calcul de Trump, c'est que cette guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu, comme il le dit, et qu'il considère comme étant en partie provoquée par l'OTAN, par l'expansionnisme de l'OTAN à l'Est, cette guerre a eu pour résultat de jeter la Russie dans les bras de la Chine, donc de renforcer la Chine. Et lui veut à tout prix affaiblir la Chine. Le risque que vont faire valoir ses interlocuteurs européens cette semaine, commençant par Emmanuel Macron, mais avec Mme von der Leyen demain et Keir Starmer jeudi. Keir Starmer, le Premier ministre britannique jeudi, c'est de lui dire « Vous ne pourrez pas apparaître fort aux yeux de la Chine si vous quittez le terrain en race campagne sur l'Ukraine. Bon, je ne suis pas certain que dans la psychologie de Donald Trump, on parvienne à le convaincre de ce point-là, et que je pense qu'il peut être convaincu qu'au contraire, il va affaiblir la Chine en ralliant la Russie à un camp, disons, moins anti-occidental, moins pro-chinois. Voilà, on ne sait pas encore, à l'heure où on parle, de quel côté la pièce va retomber. Effectivement, on verra ça ce soir. Il y a cet accord possible sur les terres rares dont parle Donald Trump depuis un moment et qui utilise des moyens de pression, par exemple. Sans vergogne, oui. Starlink, ce qui permet, le réseau de satellites d'Elon Musk qui permet aux Ukrainiens de recevoir Internet sur la ligne de front, pourrait être coupé s'il n'y a pas d'accord. Oui, c'est vrai que c'est une conversation internationale quand même hallucinante. Peut-être que ce type de dialogue et de pression et de chantage avait lieu jusqu'ici relativement derrière des portes fermées, en coulisses. Aujourd'hui, elle se déroule sur la place publique et on a un président des États-Unis, Donald Trump, qui exige 50% des terres rares ukrainiennes pour un montant de 500 milliards de dollars qu'il prétend être l'investissement américain, le montant du soutien américain à l'Ukraine. On en est très très loin. Le soutien américain à l'Ukraine s'évalue entre 115 et 160 milliards de dollars, ce qui est déjà beaucoup, mais on est très très loin de 500 milliards. Volodymyr Zelensky, qui manque pas de courage, manifestement, à renvoyer le président américain dans ses buts. Il faut quand même rappeler, en termes de méthode et de processus diplomatique, le premier officiel américain à être allé à Kiev après l'élection de Donald Trump, c'est le secrétaire au Trésor, mandaté par Donald Trump, avec un accord qui tient sur une page, qui ressemble à un deal immobilier à New York, qui d'ailleurs prévoit que les différends ne pourront être tranchés que devant la justice de New York, qui ne prévoit aucune garantie de sécurité en échange des terres rares ukrainiennes. Soit dit en passant, la moitié de ces terres rares sont en zone occupée par la Russie aujourd'hui. Donc, c'est pas en soi choquant que les Américains demandent à avoir accès aux terres rares. D'ailleurs, c'est Volodymyr Zelensky lui-même qui l'a proposé initialement, en janvier, pour essayer d'attirer Donald Trump, lui montrer qu'il y avait aussi des intérêts économiques potentiels pour les États-Unis à soutenir l'Ukraine. Mais là, on est face à un président qui veut, d'un côté, abandonner militairement l'Ukraine, et politiquement, et de l'autre qui veut en tirer des profits commerciaux disproportionnés. Donc c'est une négociation dure. Et vous l'avez dit, Volodymyr Zelensky a répondu très fortement. Il a dit que le président américain vivait dans un espace de désinformation russe. D'ailleurs, c'est la question du jour, parce que l'Europe a-t-elle raison de continuer à soutenir Zelensky ? On n'a pas marqué Ukraine dans cette question du jour, on a marqué Zelensky. Est-ce qu'aujourd'hui,
c'est l'homme qui s'est révélé, qui en tout cas est la bonne personne, parce que Donald Trump aussi en a parlé de ça. Donald Trump l'a traité de dictateur. Dans le contexte de ce différend économique sur les terres rares, en soulignant que, de fait, son mandat s'achevait en mai 2024, que depuis, il n'y a pas eu d'élection. C'est une procédure qui a été validée par le Parlement ukrainien, la Rada, qui a considéré que la Constitution prévoyait qu'une élection ne pouvait pas avoir lieu en temps de guerre, et qui a donc prolongé le président, et il est tout. À ce titre-là, on peut le considérer comme légitime. La question étant, qui à la place de Volodymyr Zelensky? Comment organiser aujourd'hui des élections avec 1100 ou 1200 kilomètres de front actifs, avec des morts par milliers toutes les semaines? Donc, on peut débattre de la légitimité politique de Volodymyr Zelensky. Ce que Donald Trump a aussi dit, c'est qu'il était à 4% d'opinion favorable, ce qui est absolument faux, puisque les derniers sondages le mettent plutôt entre 53 et 57% d'opinion favorable, ce qui n'est, soit dit en passant, largement aussi bien que Donald Trump lui-même. Mais donc, on a ce conflit entre les deux personnalités, qui est quand même assez original, on va dire, à ce niveau-là de publicité sur la scène internationale. Je vais vous poser la question du jour. Alors, Philippe, l'Europe a-t-elle raison de continuer à soutenir Zelensky ? Il me semble que l'Europe n'a pas tellement le choix. Quelle est l'alternative de ne pas soutenir Zelensky? On soutient qui en Ukraine? Est-ce qu'on abandonne le peuple ukrainien? Est-ce qu'on se range aux côtés des Américains? Est-ce qu'on renonce aux exigences de sécurité qu'on a eues jusqu'à maintenant? Donc pour moi, à ce stade, on n'a pas tellement le choix. Et si on veut être cohérent avec ce qu'on a fait jusqu'ici, oui, je dirais, les Européens ont encore intérêt à continuer à soutenir Zelensky. Eh bien, regardez, plus de 60% des internautes sont d'accord, en tout cas, pour continuer à soutenir Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Merci beaucoup, Philippe Gély, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez retrouver, bien sûr, tous les articles de Philippe sur le site du Figaro. Et restez avec nous sur notre site, bien sûr, pour suivre tout ce qui se passera aujourd'hui, avec notamment cette conférence de presse très attendue dans la soirée entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Bonne soirée à tous.